Issus des origines du monde, nous partageons avec l'univers les mêmes briques élémentaires, les mêmes particules. Nous sommes des poussières d'étoiles. Les corpuscules qui nous composent se sont assemblés et structurés en grosses molécules, en conglomérats d'atomes, que l'on nomme les protéines. Nous sommes constitués de protéines. Pour l'essentiel, ce qu'on voit, si je vous regarde, ce sont des protéines. Des protéines avec un agencement particulier. Mais en gros, pour l'essentiel, ce sont des protéines. Ce sont les molécules qui nous permettent de vivre, parce que ce sont elles qui, comme les enzymes dans la lessive, catalysent les réactions. Oui, des grandes molécules biologiques, et bon, en particulier les protéines, possèdent une propriété très importante, c'est que ce sont des polymères qui ont une forme, donc une configuration dans l'espace qui est bien déterminée. Et en fait, la fonction de ces molécules, puisque ce sont des petites usines en fait qui ont des finalités bien déterminées, eh bien la fonction donc biologique de ces molécules dépend étroitement de leur forme. Il faut donc dans un premier temps visualiser les protéines, puis en établir la structure en 3 dimensions pour enfin comprendre leur fonction dans notre organisme. Voir pour comprendre. C'est ce que permet aujourd'hui la cristallographie des protéines. Une technique récente dans les sciences du vivant qui permet de voir les assemblages de molécules. Alors les sciences du vivant, évidemment, il y a autant de Buffon, c'était la description des grands organismes, des choses que l'on voyait à l'œil nu. Et puis ensuite, avec Pasteur, on a commencé à rentrer vraiment dans des choses au niveau cellulaire et même presque au niveau moléculaire. Et avec l'avènement des grands microscopes électroniques, on a commencé à voir des particules du niveau du virus. Et maintenant, depuis, disons, 15-20 ans, on arrive à décoder le message au niveau le plus intime, c'est-à-dire quels sont les constituants au niveau de l'atome de la cellule et des organites de la cellule. Et aussi comment ces constituants fonctionnent. Ce n'est pas seulement une image, si vous voulez, fixe, une espèce de photo de famille jaunie par le temps. On arrive à voir toutes ces molécules qui interagissent entre elles, qui se modifient, qui s'ouvrent, qui se ferment, qui agissent, qui acceptent une molécule, qui la transforme, qui la casse, qui la rend active. Donc en fait, on voit sous nos yeux se dérouler tout ceci. La cristallographie, qui sert donc à voir ces molécules, est une technique qui s'appuie sur un miracle de la nature. Prenez une protéine, mélangez-la avec une solution et arrangez-vous pour que sa solubilité diminue très progressivement. La solution s'évapore et au bout d'un certain temps, un dépôt de cristaux se forme. Il révèle la structure de milliards de molécules qui se sont répliquées à l'intérieur du dépôt comme une photocopieuse, de manière identique à elle-même. Et c'est l'observation de ces cristaux, grâce à des techniques de plus en plus sophistiquées, qui va nous permettre de plonger au cœur de ces grosses molécules que sont les protéines. Par exemple, nous, on fait des cristaux de protéines. Et des fois, on se bagarre pendant des mois pour avoir un cristal. Et le jour où on a un cristal qui arrive, qu'on arrive à travailler sur ce cristal, eh bien, on a quelques jours, 2-3 jours de bonheur total, quand ça marche bien, qu'on sort un peu du tunnel. C'est à la fois un art et une science. C'est de plus en plus une science puisqu'on a maintenant une accumulation de données sur des centaines et des milliers de cristaux différents. Donc il y a une certaine systématique qui est apparue. Mais il y a un si grand nombre de paramètres qui interviennent que ça peut prendre beaucoup de temps pour explorer l'ensemble de ces paramètres. Ça dépend de la concentration, de la température, du pH, de la concentration ionique dans le milieu. Et donc, il faut trouver le jeu de paramètres qui assurent des cristaux de la qualité requise. Et ça, on a affaire là à des cas particuliers à chaque fois. Ça peut prendre quelques jours, quand on a de la chance. Ça peut prendre des mois ou des années, quand on a moins de chance. Donc c'est une des étapes, c'est l'étape en fait la plus aléatoire à l'heure actuelle du processus de détermination structurale.
Des milliers de protéines en solution reposent ainsi dans les armoires, attendant le moment magique où les cristaux se découvrent sous les lentilles du microscope. Dès lors, il va s'agir de glisser le cristal dans un fin capillaire, c'est-à-dire un petit tube de verre, pour l'observer. Le cristal révèle les photocopies de la protéine assemblées en des milliards d'exemplaires. Il va alors falloir plonger au cœur même du cristal pour obtenir en 3 dimensions la structure d'une de ces protéines, toutes identiques entre elles. À ce stade, on fait appel au rayon X. Alors, une des méthodes principales pour obtenir donc cet assemblage dans l'espace est constituée par la cristallographie avec les rayons X. C'est en quelque sorte une microscopie très particulière et très indirecte qui permet de visualiser des détails de la structure à une échelle qui correspond précisément à la séparation entre les atomes, hein, c'est-à-dire de l'ordre de 1 angstrom. Alors qu'un microscope conventionnel vous donnera dans le meilleur des cas une fraction de micron, c'est-à-dire une fraction de millième de millimètre. Projetés sur les protéines, les rayons X rebondissent. Ils sont ce que l'on appelle diffractés par les électrons. On peut ainsi voir l'impact des rayons X sur une surface qui nous donne l'image de la disposition des électrons autour des atomes. Ces images, les scientifiques les désignent sous le nom de diagramme de diffraction. On éclaire donc ces cristaux par des rayons X et on enregistre le rayonnement X qui est donc réémis, qui est diffusé par le cristal. Et en analysant le diagramme de diffraction, on peut remonter de façon indirecte et assez complexe à la structure initiale, c'est-à-dire en fait visualiser les électrons de la macromolécule et par conséquent trouver sa structure à 3 dimensions. C'est aux ordinateurs qu'est dévolu le rôle de traiter les diagrammes de diffraction pour en extraire l'image de la molécule. Et conjointement au progrès de l'informatique, ce sont les sources de rayons X qui ont connu une fantastique évolution. C'est ainsi qu'à Grenoble, en 1980, fut construite une des plus gigantesques sources de lumière et de rayons X du monde. Cette source de rayons X est un anneau, un accélérateur d'électrons qui tourne quasiment à 300 000 km par seconde. Dans un anneau, les électrons ont la particularité de perdre de l'énergie sous forme de lumière à chaque fois qu'ils passent les éléments qui courbent leur trajectoire. On appelle cette lumière le rayonnement synchrotron. Tout autour de l'anneau sont disposées des lignes de lumière. Elles récupèrent le rayonnement synchrotron pour ne garder que certaines longueurs d'onde, dont celles qui correspondent aux rayons X. Les rayons X sont renvoyés sur les échantillons de protéines ou encore des virus que l'on veut étudier. L'informatique se charge alors de révéler les fameux diagrammes de diffraction. Le rayonnement synchrotron, en fait, c'est le rayonnement idéal pour enregistrer des clichés de diffraction de protéines. Parce que c'est un faisceau de rayons X qui est beaucoup plus intense, beaucoup plus parallèle que celui que l'on peut obtenir avec des installations conventionnelles de laboratoire, qui sont des installations qui ressemblent beaucoup d'ailleurs aux tubes qui sont utilisés pour la radiographie médicale. Donc l'arrivée des sources synchrotrons dans la discipline a été véritablement une révolution. Mais à quoi servent ces visualisations en 3 dimensions des structures de protéines? Elles servent à comprendre la fonction de ces molécules dans notre corps et à les modifier
si nécessaire. Alors en quoi la forme est importante? La forme est extrêmement importante parce que c'est elle qui conditionne la fonction. La forme est reliée à la fonction. Prenons un exemple d'une protéine impliquée dans la thrombose, dans l'infarctus. Si l'on arrive à connaître, et on a fait ça au laboratoire, la forme de cette molécule, en particulier la forme de la zone active de cette molécule, on peut arriver à concevoir à l'aide d'ordinateurs des petites molécules organiques qui serviront de bouchons, avec la forme ajustée à la zone active de l'enzyme. On aura donc conçu un bouchon qui viendra se fixer à l'enzyme et qui ainsi empêchera la formation du caillot et donc l'infarctus. Pourquoi c'est intéressant de faire ces structures de protéines à 3 dimensions ou de ces virus? Tout simplement parce qu'on sait maintenant qu'entre la fonction biologique et la structure à 3 dimensions, il y a une relation, même si la relation n'est pas très bien connue. Et donc si on veut faire un médicament antivirus, il faut connaître la structure à 3 dimensions du virus. C'est ainsi que pour le virus du sida, ont été découverts des médicaments qui inhibent la fonction de certaines protéines, des enzymes, essentielles à la vie du virus. On appelle ces médicaments des inhibiteurs. Par exemple, on dispose maintenant d'inhibiteurs d'une enzyme spécifique des virus qu'on appelle une protéase, et ces inhibiteurs ont été synthétisés à partir de la structure en 3 dimensions de la molécule. Donc il a fallu des travaux fondamentaux de biologie moléculaire, de cristallographie, pour connaître cette structure, et à partir de là, un certain nombre d'équipes des laboratoires pharmaceutiques ont synthétisé des inhibiteurs qui se placent exactement à l'intérieur de l'enzyme pour le bloquer. Donc voilà un exemple tout à fait clair de l'importance de la recherche fondamentale en matière de sida. De fait, avec la cristallographie, tous les domaines de la médecine sont touchés. Demain, on aura probablement des médicaments qui permettront d'agir spécifiquement sur les cellules cancéreuses en ne touchant pratiquement pas aux cellules normales, alors qu'aujourd'hui, on sait bien que la plupart des traitements contre les cancers, quand elles tuent les cellules cancéreuses, tuent aussi assez largement des tissus sains. La biologie moléculaire est une science en pleine expansion. Chaque jour, des chercheurs voient pour la première fois ces protéines qui existent en fait depuis des millions d'années. Chaque jour, ils accèdent à la compréhension de leurs fonctions dans l'organisme. Les cristallographes sont des explorateurs, les nouveaux découvreurs de terres inconnues et peut-être même les architectes du vivant.